Alors mes chers amis, je suis joyeux de vous retrouver aujourd'hui pour Bezrat Hashem vous donner le grand conseil. Le grand conseil de la communication. Ce grand conseil, il est très simple. Il consiste à communiquer. Peut-être que ça vous fait rire, mais il consiste à communiquer. Je m'explique. C'est impératif qu'au sein de chaque couple, il y ait chaque jour un moment commun durant lequel le couple puisse se retrouver et puisse discuter. Impératif. Alors si ce n'est pas tous les jours, qu'il y a quelquefois des exceptions, des cas de force majeure, ça peut arriver. Mais que ça reste dans l'ordre des cas de force majeure. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que le couple puisse avoir un moment pour discuter. Discuter pas simplement des petits détails techniques. Comment va un tel? Lui a été chez le médecin, d'accord, médicaments, toi tu vas acheter ça, quel jour on fait les courses? Pas que ça. Qu'on puisse vraiment discuter. En général, ce moment-là, c'est bien que ce soit un moment qui soit sans stress. À savoir, si on décide de discuter par exemple de 8h à 8h30 du soir, quand on sait qu'à 8h30 du soir, le mari doit aller faire Arvit, et donc déjà à 8h25 il va devoir sortir, et à 8h20 il va devoir s'habiller, on sait déjà que ça va être dans le stress, ça va pas bien se passer. Il faut trouver un moment, par exemple lorsque le mari revient du Beth Midrash, qu'on a le temps devant soi, et qu'on puisse à ce moment-là discuter, avoir un moment qui soit consacré à la discussion. Ce moment-là, c'est bien que ce soit un moment qui soit fixe. Ça veut dire un horaire précis. Ça veut dire tous les jours, on fixe de 9h du soir à 10h du soir, ou de 9h à 9h03. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas de chance que ça passe à l'as. En général, quand ce n'est pas fixe, ça passe souvent à l'as. Donc c'est important qu'il y ait un moment durant lequel le couple puisse discuter. Ce moment-là, c'est un moment durant lequel il n'y a pas d'enfants. Les enfants, on les met au dodo, et puis le couple peut se retrouver. S'il y a un petit bébé de 2-3 mois, ça ne dérange pas forcément. Mais les enfants qui sont là, qui perturbent, qui empêchent de discuter, qui empêchent le couple de discuter même de sujets intimes, c'est pas fait pour ce moment-là. À ce moment-là, on doit discuter tranquillement. Un point fondamental. Et ça, je peux vous dire que ça agace terriblement les femmes. Et si on veut vraiment que ce moment-là soit bien vécu, il faut que vous écoutiez ce que je vous dis maintenant. Pendant ce moment-là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de iPhone, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de film, il n'y a rien du tout. À ce moment-là, c'est un moment durant lequel on discute. Et je peux vous dire qu'il y a des couples au sein desquels il y a un moment commun, il y a un repas en commun. On s'assoit ensemble et on discute, et on mange au même moment, et c'est très bien. Simplement, qui est-ce qui est là pour déranger? Qui est-ce qui s'interfère entre l'homme et la femme? La télé. Il y a des couples dont je me suis occupé où il n'y avait aucune communication. Lorsque je leur ai dit, mais mes chers amis, il faut avoir un moment pour discuter. Ils m'ont dit, on a un moment pour discuter. Tous les soirs, on est ensemble à la maison, pendant 1 heure, on est assis ensemble en train de manger. Alors je leur ai dit, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision. Ma femme, la femme, elle me fait comme ça. Elle me dit, il y avait téléphone et télévision. Et donc, aucune discussion. Croire que lorsqu'on regarde un film ensemble, ça nous relie, puisqu'on est ensemble en train de voir le film, c'est possible, mais pas énormément. Il y a deux égos qui sont en train de regarder un film. Alors c'est vrai, quelquefois c'est agréable, mais ça peut en aucun cas remplacer la communication nécessaire, le dialogue nécessaire. Une fois qu'on a discuté comme il fallait, si à ce moment-là on veut voir un film, c'est déjà autre chose. Mais au moment où on doit discuter, il faut discuter. Discuter, c'est sans le bruit de la radio ou le bruit de la télévision. Et c'est sans monsieur qui est sans arrêt comme ça avec son téléphone, en train de regarder, de toucher qui est-ce qui m'a cherché, qui est-ce qui m'a pas cherché. Ça les tue, ça, les femmes. Et puis ça tue les hommes aussi, parce qu'automatiquement, il n'y a plus de discussion. La discussion est rompue dès lors qu'on n'est pas complètement disponible et à l'écoute de l'autre. Donc je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est difficile, mais il faut s'efforcer de le faire. Pendant cette demi-heure journalière, ces 3/4 d'heure journaliers, s'efforcer de supprimer, éteindre, déconnecter les ordinateurs, la télévision, les portables, etc. Ça, c'est un point qui est important. Je peux vous dire
qu'une fois, il y a un couple dont je m'occupais. Et puis un jour, il est venu me voir, le monsieur, et il me dit, vous savez pas ce que ma femme, elle a fait? Je dis non. Il me dit, elle a pris mon ordinateur portable à 2000 euros, elle l'a pris, elle l'a jeté par terre, et elle l'a complètement cassé, en 1000 morceaux. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'elle me dit, écoute, t'es sans arrêt sur ton ordinateur, t'es jamais avec moi. C'est pas possible, ça. Moi, je suis pas d'accord. Elle était tellement furieuse qu'elle a pris l'ordinateur et elle l'a cassé, et puis lui, il n'avait plus qu'à s'acheter un nouvel ordinateur. Mais je la comprends, la femme. Elle est devenue folle. Elle a perdu la maîtrise d'elle-même. Pourquoi? Parce que, écoutez mes chers amis, les hommes, lorsque vous êtes complètement aspiré par votre ordinateur, par un match de foot par exemple, ça c'est le bon exemple. Le match de foot, l'homme il est complètement concentré sur son écran, il regarde, et puis il vit comme ça, etc. Et puis s'il y a eu un but, c'est des hurlements dans toute la maison, but! Et s'il n'y a pas eu de but, ça a été il est bah. La femme elle voit son mari, elle se dit, mais attends une seconde, qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'est plus avec moi, il n'est plus à la maison là, il est dans un autre univers. Et pour la femme, c'est pas toujours facile à supporter ça. Que son mari soit plus avec elle, qu'il rentre dans un autre monde, dans lequel elle n'est pas présente. Ça la dérange quelquefois, la femme. Mais simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? L'homme veut quelquefois se divertir, il veut regarder un match de foot, il a besoin de répondre à ses mails, même quand il est à la maison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Réponse? Il faut tout d'abord que le mari soit conscient de ce problème-là. De cette façon-là, il peut aborder le problème de la façon la meilleure. À savoir, il vient voir sa femme, il consacre la demi-heure journalière avant le match de foot. Il lui dit, j'espère que ça ne te dérange pas que j'ai regardé aujourd'hui un match de foot. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu regardes avec moi, ça me ferait plaisir que tu sois à côté de moi. De cette façon-là, une fois qu'on a donné à la femme ce dont elle avait besoin, une fois qu'on lui a prouvé qu'elle était importante, qu'elle était chère à nos yeux, on a consacré du temps avec elle, on a parlé avec elle, à ce moment-là, la femme est déjà en mesure de pouvoir nous laisser la possibilité de regarder le match de foot, d'être sur notre ordinateur. Et ça la dérange déjà pas outre mesure. Lorsqu'on a un moment fixe chaque jour pour pouvoir discuter, lorsque la femme sait très bien que ce soir, je parlerai avec mon mari, eh bien, elle est en mesure d'attendre. Quelquefois, les femmes, elles dérangent leur mari en plein travail. Tu sais, le petit, il est tombé, il a failli se casser le nez. Hein. Et le mari dit, mais je t'ai dit 1000 fois, quand je suis au travail, ne me dérange pas pour tes petites histoires. Mais la femme, elle n'est pas capable. Elle a besoin de parler avec lui. Souvent, la raison en est que la femme sait qu'elle ne pourra de toute façon jamais parler avec lui. Donc c'est soit maintenant elle l'appelle pour lui dire ce qu'elle a, soit elle n'arrivera pas à parler. Et elle a besoin de parler, c'est dur pour elle, elle a supporté, elle a subi des choses compliquées, lui qui s'est failli se casser le nez, l'autre qui est en train de gémir toute la journée, c'est pas facile à gérer. Lorsqu'elle sait que ce soir on aura un moment où on pourra discuter, je pourrai tout lui raconter, je pourrai tout partager avec mon mari. À ce moment-là, la femme elle se sent déjà beaucoup plus rassurée. Et elle est capable de ne pas immédiatement avoir besoin de tout lui dire. Elle garde en elle, parce qu'elle sait qu'elle pourra se libérer. Elle a ce qu'on appelle le pas de Bessalo dont on a parlé le cours précédent. Et ça, c'est important. Voilà combien cette réunion-là peut être importante. Une petite parenthèse. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on perd complètement la notion de communication. Par exemple, aujourd'hui, quand on veut discuter, on discute par SMS. On discute par mail. Mais parler avec quelqu'un, ça existe quasiment plus. Dans le cadre du travail, il y a plein de personnes qui disent non, on ne veut pas parler par téléphone, on préfère par mail. On perd complètement la notion de communication. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit un mail, il me l'a écrit de façon très sévère, vraiment. Pourtant, c'est quelqu'un qui m'honore beaucoup, et il me l'a écrit de façon presque insolente. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es fâché avec moi? Il y a un problème? Il m'a dit, mais non! Quand j'écris, moi, mes mails, je suis avec mon iPhone. C'est pas facile à trouver chaque touche. Donc, je m'énerve contre mon iPhone. Et donc, j'écris sans trop réfléchir, sans trop confectionner mes phrases comme il faut. Et sachez, quand j'écris des mails, moi, de mon portable, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez où on en est? On s'adresse à un rave, qu'on honore généralement. Et on écrit de façon maladroite parce que c'est comme ça qu'on est obligé de parler. On est obligé de parler par mail. Et les mails, quand on n'est pas devant l'ordinateur, ça dérange, ça fatigue. Et donc, voilà ce qui se passe. Au moins, mes chers amis, je vous demande, même si on est dans un monde de fous, au moins au sein du couple, je vous en supplie, conservez la communication saine. Pas d'SMS.
À moins qu'au plein milieu du travail, vous devez lui dire achète-moi un paquet d'œufs. Alors, vous pouvez envoyer un petit SMS, un paquet d'œufs. Mais comment ça va? Comment vas-tu? Essayez d'éviter au maximum les SMS. Ce n'est pas de cela dont la femme a besoin. Ce n'est pas de cela dont le mari a besoin. On a besoin de chaleur. On a besoin d'attention. L'attention, ça passe par une voix gaie, par une voix conviviale et chaleureuse, par un sourire agréable, radieux. C'est de cela dont on a besoin. Ensuite, il faut savoir que quelquefois, une fois par an, une fois tous les 2 ans, pour certains couples 2 fois par an, c'est recommandé de sortir, pas simplement de discuter une petite demi-heure par jour, mais d'aller se prendre un petit week-end, quelques jours de vacances, à nouveau que le couple. Les enfants, on essaye de les envoyer chez les grands-parents, chez les beaux-frères, chez les belles-sœurs, on essaye de s'arranger, que le couple puisse se retrouver. C'est extrêmement important. Souvent au sein du couple, il y a malheureusement une certaine indifférence qui se crée. Parce que c'est la routine. Sans arrêt, tout se répète, tout se répète. Et puis, on sent que, bon, on en a marre finalement. On a besoin quelquefois de redémarrer, de ravigorer la relation. Comment on fait pour régénérer la relation? En sortant quelquefois, quelques jours, on est tranquille, on va à un endroit où il y a un jacuzzi, on peut vraiment passer un bon moment ensemble, on peut se promener, on a toute la journée pour être ensemble. Je vous promets que c'est très bon pour le couple. Ça aide énormément. C'est un point important qu'il faut retenir. Donc si on résume ce qu'on a dit ces cours-ci, on a dit que c'était important qu'il y ait chaque jour un moment pour discuter. Et en dehors de cela, on a dit qu'il y avait aussi quelquefois, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ici, prouve un petit peu ton attention. Ici, prouve un petit peu ton attention. Comment on peut prouver l'attention qu'on porte à sa femme? Lui montrer combien on l'aime par la parole. Si le mari risque d'être un petit peu en retard, il est dans les bouchons, c'est une grande mitzvah qu'il va pouvoir faire. S'il téléphone à sa femme et qu'il lui dit « Ma chérie, je suis dans les bouchons, j'arrive dans 5 minutes. » Je peux vous dire, j'ai connu un couple qui était marié depuis de nombreuses années. Ils ont failli divorcer. Pourquoi? La femme disait « J'en ai marre de mon mari. » Pourquoi? Il est coléreux, il est méchant? Non, il est parfait. Mais tous les soirs, il rentre en retard et il ne me prévient pas. Pour la femme, c'est terrible. Elle a besoin de savoir à quelle heure son mari va rentrer. Si vous avez la gentillesse de dire à votre femme, écoute, je vais être un petit peu en retard. Vous lui montrez, tu sais ma chérie, tu es chère à mes yeux. Quelquefois, on est en chemin, on vient de sortir de la maison, l'homme prend son téléphone, il appelle sa femme, il lui dit, tu m'as déjà manqué ma chérie. Papa, vous savez pas combien c'est important ça. Combien ça la réjouit la femme. Tu vois, il est en chemin, il pense à moi. Je suis toujours omniprésente dans son esprit. Et puis, au travail, il y a une petite pause à midi, fais un petit coup de fil. Comment vas-tu, ma chérie? Tout va bien? Je pense à toi. Quelquefois, il peut rentrer à la maison le soir et dire à sa femme, tu sais, aujourd'hui, il y a eu telle et telle chose qui s'est produite. Vraiment, ça m'a rappelé toi. J'ai pensé à toi. Ça lui fait plaisir à la femme, parce qu'elle sent qu'elle est toujours présente avec son mari. Et ça, c'est des points qui sont très, très importants. Quelquefois, le mari se trouve à un endroit où on distribue des gâteaux, par exemple, pour faire des brachot, pour l'élévation de l'âme ou quelque chose. Et bien, vous savez combien ça peut faire plaisir à la femme si jamais le mari prend quelques gâteaux. Un gâteau, il ne faut pas exagérer non plus. Quand on voit qu'il reste beaucoup de gâteaux à la fin, de toute façon on va les jeter, qu'il prenne un gâteau et qu'il l'amène à sa femme. Pourquoi? Non seulement parce qu'il va lui faire plaisir, elle va manger un gâteau, mais en plus, tu vois ma chérie, j'ai pensé à toi. Moi j'ai vu de mes propres yeux le Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha. Vous avez tous et toutes entendu parler. Je me souviens, le Shabbat, il y avait des kidouches qui se passaient là-bas à Yerushalayim. Et ben, je me rappelle très bien, à chaque fois, quand il y avait des beaux gâteaux là-bas en Israël, ils ne sont pas habitués aux éclairs au chocolat et tout. Et je me souviens une fois, il y a quelqu'un qui a fait sa bar mitzvah. Et le père du bar mitzvah, c'était un très bon cuisinier, très bon pâtissier. Et c'était un pâtissier français. Je le connais personnellement. Et il avait fait en l'honneur de la bar mitzvah de son fils des éclairs et des religieuses, etc. Rav Mordechai Eliyahu, il a vu ça, il s'est dit, ah ça, ma femme, elle va aimer. Il a demandé à quelqu'un qu'il prenne ça à la maison au moment où le Rav rentre à la maison pour amener ça à sa femme. Pourquoi? Regarde ma chérie, j'ai pensé à toi. On parle de sommité du peuple juif là.
de rabbanim extraordinairement grands. Oui, c'était ça leur grandeur. Leur grandeur, c'était capable de penser aussi à leurs femmes, de ne pas penser qu'à eux et qu'à leur Torah. Quels sont les sujets de discussion qu'on va pouvoir aborder? Je sais qu'il y a pas mal d'hommes, ou de femmes quelquefois, qui s'angoissent. Ils disent tous les jours, on a une demi-heure à passer ensemble. Et si j'ai rien à lui dire? En général, c'est les angoisses qu'on a avant le mariage. Quand on dit au khatanim, tu sais, il va falloir parler avec ta femme. Et si j'ai rien à lui dire? Ça risque d'être un blanc glacial, incommodant. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir tout d'abord que c'est une angoisse qui dure très peu de temps parce qu'on s'aperçoit combien rapidement on a des sujets à discuter. Mes conseils que je peux vous donner, en tous les cas au tout début, si vous n'avez pas suffisamment de sujets, prenez une feuille avec vous, mettez-la dans votre poche. Et puis à chaque fois que vous voyez dans la journée quelque chose d'intéressant, quelque chose qui pourrait intéresser votre femme, vous avez entendu un petit quelque chose, vous avez entendu comment l'autre s'est comporté avec sa femme, vous avez entendu une idée intéressante, notez-la. Vous avez vu une chèvre quelque part, un endroit où vous n'étiez pas censé la voir. Notez, j'ai vu une chèvre. Après, vous avez raconté à votre femme, tu sais, j'ai entendu une blague sympa. Tiens, ma chérie, je vais te raconter une blague. Quand on a noté, ensuite, sans qu'elle voie sa femme, on passe un petit coup d'œil de façon discrète. Et puis, d'un coup, on trouve des sujets. On lance le sujet. Après, le conjoint rajoute, et ça lui rappelle à lui aussi des souvenirs. Et puis, donc, il ne faut pas tellement s'angoisser. Si vraiment on arrive à une situation, on n'a vraiment pas de quoi discuter, c'est pas grave. On peut étudier un texte en commun. On prend un livre de Torah, un livre de Moussar, et puis on étudie ensemble. On peut même étudier ensemble un livre de Shalom Bayit. Si le couple est intelligent, on peut étudier ensemble un livre de Shalom Bayit. On prend un livre de Shalom Bayit et on lit ensemble. Simplement, il faut être intelligent. Que l'homme passe pas son temps à dire à sa femme, tu vois ça, c'est pas comme tu fais, hein, tu vois. Et la femme à son mari, et toi donc, hein, tu vois. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec sa femme, pas comme tu fais. Mais si on est intelligent, qu'on sait discuter, qu'on sait réfléchir ensemble, qu'on a envie de se renforcer, eh ben, ça peut valoir le coup. Donc, il faut savoir que quelquefois, les femmes, sans même le savoir, elles occasionnent le fait que le mari n'ait pas envie de discuter avec elles. Quelquefois, il y a des femmes qui font des choses qui dérangent le mari. Le mari, il est prêt à bien vouloir discuter avec elle, mais pas s'il a face à lui une femme qui sans arrêt l'embête, le corrige, etc. Alors, quelques points pratiques et importants. Premier point, lorsque le mari parle, ce n'est pas la peine de le reprendre sans arrêt. Quelquefois, il y a des femmes, quelquefois des maris, lorsqu'ils entendent leur conjoint parler et faire une erreur de français, immédiatement, ils sont obligés de le reprendre. Et quelquefois, ça dérange terriblement l'autre. Une fois, il y avait un couple que j'ai reçu, et la femme, elle me dit, sans arrêt, quand je parle, mon mari, il me reprend. Elle me dit, c'est vrai que moi, je parle un peu à l'arabe comme ça, et mon mari, il parle très bien, c'est un littéraire, mais sans arrêt. Chaque mot que je dis, presque, quasiment, il me reprend. Il me dit, non, ça t'aurais pas dû dire comme ça t'aurais pas dû dire comme ça, là, t'as mal conjugué, là, il y a une erreur de grammaire. Elle me dit, je suis pas à l'école, là, hein. De toute façon, ça change rien dans notre discussion, si j'ai bien conjugué le terme ou pas. Et lui, il dit, ouais, mais moi, je suis pas capable d'entendre une erreur de français et de ne pas réagir. Et elle dit, oui. Alors, par exemple, l'autre fois, ils ont eu une grande discussion, un grand conflit. Ça a presque été jusqu'au cri. Pourquoi? Définition de fausse couche. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une fausse couche? Elle disait ça veut dire ceci, lui disait ça veut dire cela. Et ils voulaient que moi je délibère entre eux. Je leur ai expliqué ça veut dire quoi une fausse couche. Mais c'est dommage. Il faut savoir, monsieur, madame, vous n'êtes pas ici pour corriger l'autre. L'autre, quand on le corrige une fois de temps en temps, ou quand une fois de temps en temps il a un mot qu'il n'arrive pas à retrouver, que vous l'aidez, c'est bien. Mais quand sans arrêt vous le reprenez, c'est un problème. Or cette femme-là, que son mari reprenait à chaque fois, au passage, alors elle essaye de m'expliquer ce qu'elle ressent quand son mari la reprend. Après elle me dit, je sais pas si j'ai été compréhensive, j'espère que j'ai été compréhensive, j'ai du mal à m'exprimer. Alors je lui ai dit, on dit pas compréhensive, on dit compréhensible. Compréhensive, c'est autre chose que compréhensible. Je sais pas si j'ai été compréhensible, vous auriez dû me dire. Enfin, je l'ai un petit peu taquiné, mais en tous les cas, l'idée est claire. L'idée est que si on veut que la relation, la communication soit bonne, c'est pas à peine de reprendre dans des détails. Elle dit c'était à telle période, l'autre non, c'était à telle autre période. Quelquefois ça change rien dans le fil de la discussion. C'est dommage. Quelquefois les maris, ils disent bon je peux pas moi, chaque fois que je discute, on me reprend. Je préfère ne pas discuter avec elle et puis tout est résolu. Quelquefois la femme, sans faire attention,
Elle regarde son mari avec un visage assez sévère, austère. Le mari discute. Il a son argument à donner. Elle fait comme ça la tronche, on va dire. Elle s'en aperçoit pas. Elle, c'est sa façon d'écouter ce que son mari a à lui dire. Et c'est un problème. Le mari, ça lui enlève l'envie de discuter avec elle. Alors, mesdames, faites attention. Quand votre mari vient discuter avec vous, essayez d'être souriante, d'être agréable, d'être avenante. Parce que c'est ça qui est le gage de la réussite de vos discussions, de vos moments en commun. Pareil, j'en profite pour dire aux hommes. Quelquefois, l'homme, comme on a dit, pour lui parler, c'est tout à fait technique. Donc la femme parle, et lui, il concentre son regard sur un objet, et il regarde. Et la femme a l'impression qu'il n'écoute pas. Et lui, si, j'écoute, vas-y, continue à parler. Pour la femme, la discussion, on a dit, c'est pas simplement d'avoir dit quelque chose. C'est pas simplement d'avoir entendu quelque chose. C'est beaucoup plus profond. Montre-moi que je suis importante à tes yeux, montre-moi. Donc c'est important que le mari regarde sa femme, lui aussi de façon souriante. Et que de temps en temps, avec sa tête, il acquiesce, qu'il dise oui, tu as raison, oui, je suis d'accord avec toi, oui, j'ai entendu ce que tu viens de me dire. Ça a été prouvé, ça marche. Ça marche, la femme, elle sent, mon mari est là, mon mari m'écoute. Ensuite, il faut savoir qu'il ne faut jamais crier. Quand on discute, il faut parler sans trop hausser le ton. Il y a des femmes ou il y a des hommes que ça dérange terriblement dès qu'on sent que l'autre commence à crier. C'est vrai. Il faut savoir qu'il ne faut surtout pas crier. En général, quand j'ai des couples qui me disent, ou l'homme ou la femme, moi j'aime pas parce que l'autre il lève trop le ton, je leur dis, c'est vrai que vos parents à vous ils se disputaient beaucoup? J'ai toujours raison. Quand un homme me dit, moi j'aime pas quand ma femme elle hausse trop le son, je sais que lui il entendait des hurlements à la maison, il était traumatisé. Quand c'est dans le sens inverse, c'est que la femme avait des parents qui criaient beaucoup et donc elle était traumatisée. Il faut tenir compte de ça. On veut que la discussion avec l'autre soit agréable. Elle le sera, mais elle le sera dans la mesure où on fait attention. Faire attention à parler avec un ton normal. Quelquefois, il y a des conjoints que ça dérange de discuter dans l'autobus, dans le métro. Pourquoi? Parce qu'on sait que les autres, ils nous entendent. Je veux bien parler avec toi, mais pas si tout le monde m'entend, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, et puis c'est pas agréable, et puis c'est pas... Il faut tenir compte de ça. Si vous savez que votre conjoint, ça le dérange de parler dans l'autobus, faites attention à ne pas parler de sujets ou de discussions qui peuvent déranger l'autre. Pendant cette discussion-là, cette demi-heure où on se rencontre, c'est très important de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle en hébreu un matzav. Une bonne situation, que ce soit agréable, que ce soit à l'aise. Comment on fait ça? Tout d'abord, la femme, qu'elle essaye de se faire belle. La femme, ce n'est pas une serpillière. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que dehors, on doit bien s'habiller, on se coiffe bien, on se pomponne, on met une belle perruque, etc. Et à la maison, on met une serpillière sur la tête, une serpillière sur le corps, et voilà. Ça, les maris, ça les dérange. Le mari, il se dit quoi? Je comprends pas, je suis pas important pour ma femme? Alors quoi, les hommes dans la rue ou les femmes dans la rue, ils sont plus importants que moi? Pourquoi? Moi, je mérite pas qu'on se fasse belle pour moi. Elle se fait toujours belle. Elle sort jamais de chez elle sans se faire belle. Et pour moi, non? Il faut savoir, l'honneur que vous devez, mesdames, à vos maris, c'est vous faire belle pour eux. Et donc, si dehors, quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, vous vous pomponnez, vous vous maquillez, vous vous parfumez, faites-le aussi pour votre mari. C'est sûr que quelquefois à la maison on est en pyjama, quelquefois à la maison il y a des moments où on ne se sent pas très bien, etc. D'accord. Mais le moment qu'on a prévu pour discuter avec son mari, qu'on rende ce moment-là agréable. Faites en sorte, mesdames, que vos maris soient joyeux d'être avec vous. Alors faites-vous belle. Dites-lui, c'est pour toi que je me suis fait belle. Pour toi. Je sais que tu aimes bien ce maquillage, je sais que tu aimes bien cette tenue. J'ai mis exactement le t-shirt que tu aimes. J'ai mis la perruque comme tu l'aimes. J'ai mis le beau foulard comme tu aimes. Ça, c'est important. Faire en sorte que ce soit agréable pour le mari, ces moments-là de discussion avec sa femme. Moi, je connais des femmes qui mettent jamais la perruque à l'extérieur, pour des raisons de tsniout, mais qui ont acheté une perruque et qui la mettent qu'à l'intérieur pour faire plaisir au mari. Je connais aussi beaucoup d'autres femmes qui malheureusement font l'inverse. À la maison, jamais. Dehors, toujours. Il faut savoir. Un mari, ça s'honore. Comment on honore le mari? En se faisant belle à ses yeux. En dehors de ça, si vous voulez, mesdames, que votre mari soit content, qu'il soit joyeux d'être avec vous, lors de cette discussion-là, comme on l'a dit, cette discussion-là, ça peut avoir lieu au moment d'un repas, ou ça peut avoir lieu sans repas. On trouve un moment, une demi-heure chaque jour, pour s'asseoir et discuter.
essayez, mesdames, de préparer un petit café à votre mari. Ça peut être un café, ça peut être un milkshake, ça peut être un bon gâteau. Essayez de lui préparer. Que ce soit vraiment un moment agréable. Que dans le subconscient du mari, il sache bien que lorsque le moment arrive de discuter avec madame, c'est un moment super agréable. C'est un moment de kiff. Ça, il faut savoir. Ça, c'est important. Et dans la mesure où on crée une situation, on crée une bonne atmosphère, une bonne ambiance, le mari, pour lui, ça sera toujours un plaisir de discuter avec sa femme. Le mari sait que lorsque 9 heures arrive, c'est le moment où enfin je vais pouvoir avoir mon café, mon gâteau, le sourire de ma femme bien habillée qui va venir me voir. Ça va être un moment de kiff. Pendant la première période où vous allez essayer cela, essayez, premièrement, de nommer l'un des deux conjoints pour rappeler l'autre ce rendez-vous. Au début, quand on n'est pas encore habitué à un horaire précis, il y a toujours un petit Yetzirara qui vient pour essayer de compromettre la réalisation de cette rencontre. Donc on décide, pendant cette semaine-là, c'est madame qui, à 9 heures précises, rappelle à son mari. Ou alors c'est monsieur qui rappelle à son épouse. Dès lors qu'on a nommé une personne qui est là pour rappeler, donc l'autre ne va pas dire, allez, arrête d'être embêtant, j'ai été nommé pour ça. Donc c'est important. Pendant la première période aussi, essayez d'éviter les sujets épineux. Les sujets épineux, vous les garderez pour plus tard, vous verrez. Dès que l'atmosphère à la maison sera meilleure, il y aura déjà beaucoup moins de sujets épineux. Quand il y a des sujets épineux, gardez-les pour plus tard. Lorsque pendant 2 semaines vous se serez habitué à bien discuter, lorsque dans votre esprit, la discussion, la rencontre journalière sera synonyme de gaieté et de joie et de plaisir et de bonheur, à ce moment-là, on pourra de temps en temps rentrer des petits points un petit peu, des reproches, des points un petit peu épineux, etc. Mais c'est dans le second temps. Dans un premier temps, les 2 premières semaines, quand on essaye de s'habituer à cette nouvelle habitude, il faut essayer de le faire sans parler trop de points épineux. Quelquefois, il y a certaines personnes qui vont se dire « Ouais, non mais c'est pas spontané cette discussion-là. Allez, on se maquille. C'est pas une discussion spontanée. » Il faut savoir que rapidement, ça devient spontané. Au début, on le fait parce que le Rav l'a dit. Ensuite, ça devient spontané, ça devient agréable, ça devient une habitude à laquelle, généralement, on n'est plus prêt à renoncer. C'est des bons moments qu'on passe ensemble et on n'est pas prêt à renoncer. Il faut savoir encore un point, et puis on va s'arrêter là, c'est que pour la femme, lorsqu'elle parle avec son mari, d'une certaine façon, elle ressent, elle vit la chose comme si elle avait vécu la situation difficile avec son mari. Je m'explique. Une femme a passé une journée infernale. Les enfants étaient tous insupportables. Le directeur a téléphoné pour renvoyer un enfant de l'école. Le patron lui a crié dessus. C'était vraiment une journée infernale. La femme, elle n'en peut plus. Lorsque le soir, le mari rentre à la maison et qu'elle lui raconte un petit peu tout ce qui s'est passé. Bien sûr, il faut qu'elle lui raconte intelligemment, qu'elle attende ce moment-là, qu'elle fasse en sorte que tout se passe bien, qu'elle ne crie pas trop, etc. C'est vrai. Lorsqu'elle va lui raconter tout ça, d'une certaine façon, dans son cœur, dans son esprit, ça va être comme si le mari avait vécu cette situation avec elle. Ça veut dire, dans son esprit, ce jour-là, c'était un jour où elle a failli mourir. Vraiment, elle était toute seule, elle était désespérée, personne n'était là pour l'aider. La conclusion qui reste dans son esprit, c'est « j'ai failli mourir aujourd'hui ». Il n'y avait personne qui était là pour me soutenir, c'était la mort. Lorsque le soir, elle va raconter à son mari « regarde ce qui s'est passé, le directeur, voilà ce qu'il m'a dit, mon boss, voilà ce qu'il m'a fait, les enfants, ceci et cela ». Et que le mari est là, qu'il écoute avec compassion, qui montre qu'il est d'accord avec elle, qui fait ce mouvement avec la tête. À ce moment-là, la femme, dans son esprit, va avoir l'impression « ah, mon mari, il a vécu cette difficulté avec moi ». Pourquoi? Au moment où je lui ai raconté, il était avec moi, il s'est intéressé, il m'a posé des questions. C'était important pour lui. Il a voulu savoir ce qui s'était passé finalement. C'était important. Dès lors qu'au moment de la discussion, le mari et la femme vont vivre ensemble à nouveau cette situation qui était tellement difficile, la femme, enfin, elle peut se libérer de ça, de ce sentiment. Enfin, elle sent, je n'étais pas toute seule, j'étais avec mon mari. Quand 1 an plus tard, elle va se souvenir de cette journée infernale, ce sera déjà beaucoup moins difficile pour elle de s'en souvenir. Parce que c'est plus j'étais toute seule, c'est j'étais avec mon mari. Et donc ça, c'est un point qui est très important. Lorsque le mari parle avec sa femme, et que sa femme lui raconte toutes ces difficultés qu'elle a rencontrées ce jour-ci,
Le mari a souvent tendance, par erreur, à donner des conseils. Ah, ton patron a fait ça, t'aurais dû lui dire ça, t'aurais dû lui dire ça, t'aurais dû faire ça, j'espère que c'est ça que t'as fait. C'est pas ça que t'as fait? Ouah, t'as fait une grave erreur, irrémédiable. C'est pas ça. La femme a besoin d'avoir une personne face à elle qui l'écoute, qui la comprend. Les conseils, peut-être que tu pourras les donner à la fin. Une fois que tu auras été capable d'écouter, de comprendre, de t'intéresser, tu pourras peut-être donner des conseils. Mais ce dont la femme a besoin urgemment, ce n'est pas du conseil. C'est d'une oreille qui est tendue pour l'écouter et l'oreille de son mari, précisément. Lorsqu'on est capable de discuter, mes chers amis, il y a énormément de problèmes qui se résolvent. Je vous laisse avec une dernière histoire qui s'est produite avec un couple dont je m'occupais. Il y avait un couple, l'homme c'était vraiment un homme super gentil, agréable, avec des qualités humaines exceptionnelles. La femme, j'ai eu l'occasion de la connaître elle aussi, en m'occupant de leur cas, c'était aussi une femme extraordinaire. Un jour ils sont venus me voir, c'était un mardi soir je crois, et ils me disent « Rav, depuis mardi on ne se parle plus, on est fâchés ». Je dis « Pourquoi ?» Racontez-moi, quel est le problème? Le mari dit « Eh bien je vais vous raconter. On était invités ce Shabbat chez ma belle famille, chez les parents de ma femme. On était invités. Bon, on était invités. Il y a un moment donné, ma femme, qui d'ailleurs a une très bonne relation avec sa mère, est rentrée dans la chambre de sa mère. Elles ont commencé à discuter. Ça faisait 20 minutes, 25 minutes qu'elles étaient là-bas. Et moi, j'attendais comme ça dehors. Pas dehors, j'avais autre chose à faire, mais à un moment donné, j'ai voulu discuter avec elle, lui demander quand est-ce qu'on allait commencer le repas. J'ai voulu parler avec elle, avec ma femme. Il dit, mais figurez-vous, Rav, que je me suis approché de la porte et j'ai tapé à la porte. Rav, vous ne me croyez pas? Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a ignoré. Elle m'a méconnu. Et je vois la femme qui est comme ça, qui a failli s'évanouir, et qui dit, mais, ah bon? Quoi ah bon? Quoi ah bon? Quoi ah bon? Elle dit, mais ah bon? Elle dit, mais je te promets mon mari, je te promets David. Je change exprès le nom pour que personne ne se sente concerné. Je te promets David. C'est pas vrai, je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. Je sais que j'étais avec ma mère. Je sais que tu m'as reproché ensuite d'avoir été avec ma mère, mais j'ai pas entendu que tu t'as tapé à la porte. Alors David il lui dit, c'est vrai, t'as pas entendu? Il dit, mais dis-moi, tu sais combien je t'honore? Tu crois vraiment que je t'aurais pas ouvert si jamais tu tapais à la porte? Même si je t'avais dit je suis occupé avec ma mère, mais au moins je t'aurais ouvert pour te le dire. Tu crois vraiment que je t'aurais pas ouvert, quoi? Tu crois vraiment que je te méprise à ce point-là? Chas v'shalom, bien sûr que je t'aurais ouvert. Et le mari dit, ah c'est vrai? Moi j'étais sûr que tu m'avais entendu. Moi je pensais que tu me méprisais. C'est vrai? Il dit, mais bien sûr, tu me connais, non? Tu sais très bien, moi je t'honore énormément. Jamais j'aurais fait une telle chose. Au moins je t'aurais ouvert, je t'aurais dit, écoute, laisse-moi tranquille. Mais faire semblant que je t'ai pas entendu? Il lui dit, parce que j'ai tapé plusieurs fois. Il dit, mais je te promets, on n'a pas entendu. Le couple n'avait plus besoin de moi. Le problème était résolu. Il y a eu un quiproquo, un vrai quiproquo. Comme il y en a des centaines de milliers au sein de plein de couples. Et puis dès lors qu'on comprend que c'était un quiproquo, il n'y a plus de problème. Pourquoi il n'y a plus de problème? Madame ne voulait pas déranger son mari. Le mari n'était pas au courant que madame ne voulait pas la déranger. Il n'y a plus de problème. Simplement, je leur ai dit, mes chers amis, regardez combien c'est dommage. Regardez combien c'est dommage que vous n'êtes pas capable de discuter. Vous venez chez moi mardi soir. Cette histoire-là a eu lieu Shabbat. Tout Shabbat, vous étiez fâchés. Tout dimanche, vous étiez fâchés. Tout lundi, vous étiez fâchés. Et mardi, jusqu'à maintenant, vous étiez fâchés. Pourquoi? Pour un quiproquo. Imaginez que vous ayez été capable de discuter. Imaginez. Imaginez que vous sachiez discuter. Vous serez assis l'un en face de l'autre. Et vous vous seriez dit, écoute ma chérie, je suis désolé, je suis fâché. C'est pas possible. Moi je te demande une chose, quand je tape à la porte, essaye de me répondre. Il aurait dit, mais quand t'as tapé à la porte? Il aurait dit, mais quand t'étais avec ta mère? Mais j'ai pas entendu. Ah c'est vrai? Oui c'est vrai. Et puis tout aurait été résolu. Un quiproquo tellement grave qui provient finalement de quoi? D'une bêtise. On n'est pas capable de discuter. On attend mardi d'aller chez le Rav pour pouvoir discuter. Heureusement qu'ils sont venus cette semaine, heureusement qu'ils n'ont pas repoussé ça la semaine d'après. Combien c'est dommage. Il faut apprendre à discuter. Comment on discute? On a donné un certain nombre de conseils. Continuez à essayer de réfléchir vous-même à d'autres conseils. On a parlé ici dans les grandes lignes, en rentrant un peu dans les détails,
Et c'est sûr que tout un chacun doit chercher comment faire pour parfaire la relation au sein de son couple. Comment faire pour discuter lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a déjà des conflits, comme dans ce cas précis. Comment on fait pour discuter dans ces cas-là? Ça, on y arrivera la prochaine fois, au prochain cours Bezrat Hashem. Kol Tov, merci de votre attention.